Salut à toutes et salut à tous, bienvenue pour un nouveau test sur le site lecafedugeek.fr, c'est Nicolas et aujourd'hui on s'attaque à un grand morceau puisqu'il s'agit de la Surface 3. Donc la Surface 3, c'est le PC hybride proposé par Microsoft. C'est d'ailleurs eux qui nous font la gentillesse de le prêter. Ici il s'agit, je le précise au début de ce test, du modèle 256 Go Intel Core i5. Donc je l'ai testé depuis déjà 2 semaines et on va voir les points forts, les points faibles, les caractéristiques et mon avis à la fin. Alors on va commencer avec les caractéristiques brutes. Donc la tablette seule fait 800 grammes, sans le clavier. Voilà, Donc la tablette fait 800 grammes. L'écran c'est du 2160 par 1440. Résolution c'est 3,5. Enfin le ratio c'est 3,5. Donc il y a 16 neuvième, 3,5. Nous ça sera 3,5. La batterie est donnée pour 9 heures d'autonomie en utilisation web. 64 Go ou 128 Go avec 4 Go de RAM ou 256 Go, 512 Go avec 8 Go, avec 8 Go de RAM. Ça c'est pour les différents modèles, ainsi qu'un... C'est soit Intel Core i3, i5 ou i7. Mais vous pouvez retrouver toutes ces configurations sur le site de Microsoft. Je vais la reposer hop, sur son petit pied. Derrière, voilà. Au niveau de la connectique, sur les côtés nous avons de l'USB, du DisplayPort, est-ce que la mise au point se fait bien? Voilà. Ici il y a le port pour le chargeur. Ici, volume. Tu veux bien faire la mise au point? Bon, d'accord. Ici le volume, ici rien, et en haut nous avons le bouton de verrouillage. Pour continuer, nous avons ici la caméra frontale, ainsi que la caméra, oups, ici, la caméra dorsale, avec un voyant de fonctionnement. Et sur l'avant, nous avons aussi dans l'écran un microphone. Et les haut-parleurs se situent sur les deux côtés. Donc ça à l'intérieur, il y a normalement du Windows 8.1. On va voir, voilà, on va les reflets. Les haut-parleurs sont Dolby Digital. À l'intérieur, on retrouve un capteur de luminosité ambiante. On en parlera plus tard, mais non, il y en a un. Je vous dis qu'il y en a un. Il y a un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre. Comme quoi, on peut s'en servir comme un vrai téléphone ou une vraie tablette pour jouer. On verra ça aussi plus tard. Contenu de la boîte. La boîte qui est là. Donc ça, c'est la boîte du clavier. Ça, c'est l'intérieur de la boîte. Donc il y a la tablette. Juste la tablette. Le stylo. Le stylo que voici. Voilà. Avec un petit attache pour attacher... magnétique pour l'attacher. Bien sûr, nous avons l'éternel chargeur. Je vais le débrancher. Donc le chargeur ici. Il est... ça va. Il est plutôt joli. Et avec la prise du bout qui est celle-là. Pardon. C'est pas une prise standard, c'est une prise un peu spéciale. Pour quand si on se prend les pieds dedans, que on n'embarque pas la tablette avec. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez retrouver toutes les différentes versions de cette tablette sur le site de Microsoft. Et Microsoft nous a aussi prêté un smart cover, qui est le clavier détachable, rétroéclairé, avec un trackpad, le clavier, avec différentes fonctions, et ici coloris noir, et qui se clipse sous la tablette, comme ceci. Se remonte un petit peu, vous voyez, un petit peu là, hop, et qui la protège complètement quand il est refermé. Et qui se redéplie facilement. Voilà. Donc voici le cadre du test sur lequel la Surface 3 Pro 3 a été soumise. Donc je suis pour me présenter un peu l'utilisation, donc je suis en Terminal S, je suis un gros geek, et c'était mon ordinateur principal pour les deux jeux.
Donc mon activité dessus c'était du montage vidéo, le montage vidéo d'ailleurs de la Paris Games Week que vous pouvez retrouver sur le site Le Café du Geek. Un petit peu de jeu, de la programmation, de la bureautique vidéo, et voilà, donc j'ai un peu tout testé sur ce PC hybride. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cet appareil rien qu'avant de l'allumer? Donc, tout d'abord, la boîte est vraiment bien présentée. Hop, voilà, boîte. La boîte est bien présentée. La surface Smart Cover, c'est dans cette boîte-là. Bien présentée aussi. Puis, franchement, c'est un beau produit. Ici, nous avons l'emplacement du chargeur quand je l'ai déballé. On va passer au chargeur. Le chargeur. Quoi de plus, quoi de moins? Il est petit. Et le câble, on ne voit pas là parce qu'il est branché sur le secteur à côté. Mais le câble est assez petit du secteur au transformateur. Mais après, nous avons un très très long câble pour aller se brancher sur la surface et c'est plutôt pratique. Autre point fort sur ce chargeur, c'est qu'il y a ici une prise USB directement pour recharger ces appareils mobiles. Ça évite de le brancher sur la surface parce que déjà il n'y a qu'un seul port USB, on en reviendra plus tard. Et puis ça charge plus vite vu que c'est directement sur le chargeur. J'ai pas regardé la puissance. Voilà, la puissance de sortie en USB est de 1 ampère. Ah, pardon. Et c'est pas mal pour ce que c'est, franchement. Donc passons maintenant au Smart Cover. Donc le clavier est ici. Je vais ranger un peu la boîte. Voilà. Le Smart Cover ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est disponible en de multiples coloris. Que ce soit bleu, noir, rouge, il y a vraiment tout pour tous les goûts. Quand on l'utilise, on a vraiment de bonnes sensations. Et seule chose que je pourrais lui faire comme remontrance, c'est les touches de fonctionnalité. Vous voyez en haut là. Donc il y a play, pause. Alors, ces boutons-là, ces deux boutons-là, qu'on pourrait penser que c'est la luminosité de l'écran, une fois qu'il est branché. Mais en fait, il s'agit de la luminosité du clavier. Soit allumée, soit éteinte. Ainsi, on ne peut pas contrôler la luminosité de la surface directement sur le clavier. Et je trouve ça très dommage. On est obligé de passer par l'écran, aller dans les paramètres et modifier la luminosité. C'est un peu dommage. Ainsi, je trouve qu'il manque un bouton imprime écran, moi qui fais beaucoup de dev. C'est très pratique d'avoir un bouton imprime écran. Sinon, il faut faire une commande sur la surface avec le volume et le bouton Windows. Enfin, c'est super galère. C'est un peu un mauvais point. Quand il est branché, le smart cover est branché, on peut dire que ça protège vraiment bien la tablette contre les chocs parce que c'est dur. Ah oui, c'est pas... C'est dur, on peut quand même... Moi j'avais pas forcé quand même là non plus, mais on peut... C'est vraiment dur et ça protège vraiment bien la surface qui est en dessous. Donc on verra pas vraiment, mais l'utilisation du... Il y a un rétroéclairage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et le rétroéclairage est vraiment pratique dans le noir. Seul défaut, donc je l'ai utilisé par défaut, le temps d'éclairage, mais il s'éteint super vite. Ce qui fait que on tourne la tête et puis l'écran est déjà éteint quand on est dans le noir, etc. Là on est obligé de bouger le trackpad ou de rallumer, c'est un peu énervant. Ça serait bien de pouvoir le laisser allumer tout le temps. Alors peut-être que j'ai pas trouvé l'option, peut-être qu'il y en a une, mais moi j'ai pas trouvé. Voilà, donc maintenant on va passer au stylet. Donc le stylet, donc il est fourni avec. Alors, ce n'est pas un stylo banal, puisqu'il est actif. Il y a une pile juste là. Voilà, il y a une pile là. Il est relié par Bluetooth à la surface. Quoi d'autre? Il est aussi très précis sur l'écran. Quand on s'amuse à dessiner, on s'amusera tout à l'heure à dessiner sur OneNote. Il est très précis. Les touches présentes ici, ces touches-là, je trouve ça inutile. Il y a un clic droit et un clic gauche. Je trouve ça inutile. Il suffit de rester appuyé longtemps et ça déclenche le clic gauche sur la surface et c'est pareil. Seul bouton intéressant, je dirais, c'est le bouton OneNote ici, qui quand on fait un clic ou double clic, il prend la capture d'écran de ce qu'on utilise et il importe la capture d'écran. On sélectionne une zone de l'écran qu'on veut garder et ça importe cette zone de l'écran en copie d'écran dans OneNote et après il suffit juste de rajouter des notes dessus. C'est vraiment sympa.
Euh, Voilà, quoi dire d'autre? Ah oui, quand vous avez un smart cover avec le stylet, c'est très pratique parce que le stylet se glisse tout simplement. Je le glissais bien. Voilà, il se glisse ici et enfin il se glisse en haut parce que le logo il est en bas, mais et il est bien accroché, il risque pas de bouger et c'est facile pour l'emmener. Par contre, quand vous n'avez pas de smart cover, c'est un peu plus galère. Alors, il y en a qui disent qu'on peut l'accrocher sur, voilà, on peut l'accrocher là à cause de l'attirance du port de recharge, enfin du port de la prise de, je vais y arriver, du chargeur, voilà. Euh, mais, il se détache vite, hein, vous voyez. Faut pas. Et puis quand il y a le chargeur, surtout on peut pas le mettre. Passons maintenant vraiment au cœur du produit, à la surface. Donc je vais laisser le clavier, cela. Donc je vais pas encore la démarrer, mais cela ne saurait tarder. Euh, Non, je vais la débrancher pour montrer, ça sera meilleur. Donc sur les défauts, on peut dire qu'il n'y a qu'un seul port USB et ça c'est vraiment très mauvais. C'est du port USB 3, on est d'accord. Cependant, quand on veut brancher plus d'une souris, c'est très embêtant. Notamment mon cas, je me dis, par exemple, si j'ai pas de smart cover. Alors il y a un clavier tactile virtuel intégré à l'appareil quand on l'allume, mais si on utilise un vrai clavier physique, et on est obligé d'utiliser un port USB pour pouvoir se connecter, pour connecter plusieurs périphériques, ici en l'occurrence mon clavier et ma souris. Franchement, c'est un peu dommage. Se balader avec un hub juste pour brancher un clavier et une souris, mais bon, soit. Autre point faible, le port DisplayPort qui est ici, qui permet de brancher deux appareils, à ma connaissance. Le premier, une sortie HDMI pour pouvoir connecter à son écran. Alors, quand même, pas avoir de prise HDMI, c'est assez embêtant, sachant que l'accessoire coûte une trentaine d'euros. C'est un peu décevant aussi. Et ainsi que une prise Ethernet. On est obligé de passer par cette prise-là. On peut passer par du USB, mais déjà qu'il n'y en a qu'un, on va pas y revenir. C'est vraiment dommage. Et là aussi, l'accessoire vaut une trentaine d'euros. Passons sur les autres boutons. Ici, le port de chargement. Voilà. Le port de chargement, il est vraiment bien. Ça, par contre, c'est un bon point. Puisqu'il s'enlève facilement, il se met facilement aussi, et on peut le mettre dans les deux sens. Ça dépend comment on utilise sa tablette. Et si on shoot dedans, hop, vous ne risquez pas d'embarquer votre tablette à plus de 1000 euros, hein, donc c'est meilleur. Donc le bouton de verrouillage en haut. Quoi dire sur le bouton de verrouillage? C'est le bouton de verrouillage comme ça sur une tablette. C'est un peu déroutant parce que du coup, ça rappelle plus la tablette qu'un ordinateur. Mais au final, c'est pratique, qui déclenche la veille. De l'autre côté, nous avons les boutons du son. Ils sont bien les boutons du son. Ah oui, aussi. Je trouve dommage aussi qu'on puisse pas contrôler le son directement sur le clavier. On est obligé de lever sa main. Quand on est posé, on est obligé de lever sa main, baisser le son. Alors qu'on pourrait faire une combinaison clavier, ça pourrait être plus intéressant. Bah voilà, je vous ai tout dit sur la surface. Et bah maintenant, on va l'allumer. Donc on va l'allumer, je vais mettre un petit timer à côté. Et le démarrage est extrêmement rapide puisque, je vous l'ai pas encore dit, mais il y a un SSD à l'intérieur. Il n'y a pas de disque dur, c'est que des SSD. Donc attention, j'appuie sur le bouton de démarrage et on va voir combien de temps ça met à démarrer. Hop. Donc le petit logo surface. Démarrage vraiment rapide, il n'y a même pas le temps de chargement. Hop, Nicolas, boum, voilà. Bon, une quinzaine de secondes, c'est du SSD, ça se voit direct. C'est vraiment très agréable, puisque bah, c'est super rapide. Ainsi que la mise en veille d'ailleurs. Hop, j'ai plus le petit bouton pour mettre en veille. Ça verrouille pas juste l'écran, hein, ça m'enveille. Puis hop, je rappuie dessus. C'est instantané. Ben, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de l'écran? Déjà quand on arrive dessus. Alors, on a un peu de la difficulté à voir avec l'écran, avec le Nexus 5, un petit peu de mal. Voilà, je vais arriver sur le bureau. Afficher le bureau. Voilà.
Donc ce qui choque, c'est que vu que la résolution est de 2160 par 1440, ce qui est plus que du Full HD, les icônes, enfin le texte est vraiment extrêmement petit. Sur un écran de 12 pouces en plus. C'est vraiment petit. Donc c'est vraiment de la grande résolution et la qualité c'est du 100 dpi. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon point pour les applications comme... Est-ce que j'ai un exemple? Oui. J'ai lancé un logiciel de texte. Voilà, donc je sais pas si on va arriver à le voir là. Hop. Je sais pas s'il va arriver à faire la mise à jour. La mise au point. Voilà, donc il arrive à faire la mise au point. Donc on voit que là, enfin, on essaie de voir que les textes sont vraiment nets et qu'on voit que ça a été fait penser pour le DPI, le haut DPI. Cependant, contre l'application Spotify, c'est flou. Les textes sont flous, puisque je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi ça se fait, mais non, ça se voit pas tellement. Mais les textes sont flous et à l'utilisation c'est très désagréable puisque le texte est flou et ça fait mal aux yeux. Quand on utilise quelque chose comme mon logiciel de texte qui affiche des caractères nets, alors quand on passe à Spotify qui fait des caractères flous, c'est vraiment dérangeant. Mais ça, c'est pas vraiment de la faute de Microsoft, c'est juste les éditeurs qui ont à recompiler et à réadapter d'ailleurs leur application pour du haut DPI. Concernant la luminosité de l'écran, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de bouton sur le clavier, on est obligé de passer par écran. Donc la luminosité varie d'ici jusqu'à là. Donc pas mal, vraiment pas mal. Deux points négatifs. Le premier, c'est que le capteur de luminosité ne fonctionne ou ne fonctionne pas. En tout cas, il fonctionne très mal. Puisque j'ai beau l'avoir activé, je ne vois aucune différence. Il n'y a aucun changement, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, il n'y a pas de changement. C'est un peu énervant sur une tablette, sur un téléphone, il y a un changement automatique, alors que là on est obligé d'appuyer sur l'écran, changer à la main. Voilà, c'est pas que c'est énervant, mais ça prend du temps pour rien, alors qu'on pourrait avoir un bon capteur. Mais bon. Pour revenir tout à l'heure sur les pixels, c'était très désagréable pour une seule chose, pour du travail prolongé, notamment... Oups, pardon. Je vais y arriver. Voilà. Sur les Adobe Premiere. Adobe Premiere. Oui, allô? Oui, voilà. Sur Adobe Premiere, j'ai passé de nombreuses heures d'ailleurs à faire le montage sur l'appareil GameSweek. Hop, qui est d'ailleurs ici. Voilà, chargement très rapide i5, avec l'Intel Core i5. Mais... Oula, c'est très moche. Voilà. On voit que les éléments, les textes, ils sont vraiment petits, et pour se concentrer après plusieurs heures de travail et à la suite, c'est vraiment compliqué, ça fait mal aux yeux. Ça c'est la version Adobe Photoshop CS6, alors que la dernière version des logiciels Adobe, si vous voulez, pour ceux qui parlent anglais, la version CC, donc la dernière qui est sortie, est compatible HDPI, et c'est franchement mieux. Donc alors, au niveau de l'utilisation quotidienne, qu'est-ce qu'on peut en dire? Hop, tu veux pas revenir sur le menu? Voilà. Donc je me suis posé la question quand même, avec... Donc je me posais la question avec ce type d'appareil, les PC hybrides, pour savoir si on n'allait pas avoir un problème au niveau de la chauffe. Puisqu'il y a Intel Core i5, et dans nos PC portables habituels, il y a beaucoup de refroidissement. Il y a un ventilateur, là d'ailleurs il y a un ventilateur dedans, mais il y a quand même plus d'espace, il y a plus d'espace de refroidissement, c'est plus en contact avec la table, alors que là vous voyez il n'y a que cet épaisseur là.
Et donc je me demande si ça allait pas causer un problème. Eh bien non. Après donc là, quand il travaillait sous Photoshop, le processeur tournait vraiment pas mal, ainsi que le GPU était fonctionnant, et l'arrière était un peu chaud. Mais au final, le ventilateur refroidit plutôt bien. Il y a un haut pic de température, après ça redescend. J'ai fait des tests de montée en charge, ainsi que des tests de température, une analyse de température. Et au final, ça s'équilibre, il n'y a pas de souci. Euh, Par contre, la chaleur, on la sent bien, puisque le GPU et le CPU, donc le processeur graphique, et l'Intel Core, ici i5, se situent sur la partie droite de l'écran, au droit. Mais ça chauffe tellement que ça chauffe jusqu'en bas, et quand vous travaillez sur vos genoux avec la surface, vous sentez un petit peu que ça chauffe. C'est désagréable quand ça commence vraiment à chauffer. J'ai travaillé dans la voiture l'autre jour, c'était hier, j'ai travaillé dans la voiture sur le montage, et à la fin il commençait vraiment à me chauffer les genoux. C'était c'était un peu chaud et j'étais obligé d'arrêter parce que c'est un moment ça devenait insupportable. Concernant le démontage, par exemple, si vous avez trop de poussière dans votre ventilateur, si vous voulez changer la RAM, si vous voulez changer le SSD, bonne chance, puisque iFixit lui donne une note horrible. iFixit, c'est un site de démontage d'appareils de périphériques et d'appareils d'ordinateur, puisque pour la démonter, vous aurez droit de dépasser au décapeur thermique tout le carré d'écran extérieur pour décoller la colle, que vous enleverez la plaque ainsi que l'écran, et enfin vous pouvez accéder au système, puisqu'il n'y a aucune vis sur cet appareil. Enfin, extérieur, j'entends. Donc bonne chance, et si vous avez un problème, vous voulez changer votre batterie, vous êtes foutu. Faut le renvoyer au SAV de Microsoft et ça vous coûtera un peu cher. Donc c'est un mauvais point, un très très mauvais point. Mais enfin, ce qui m'a le plus surpris, c'est que dans cet ordinateur de 12 pouces, on a vraiment la puissance d'un ordinateur réel. Bon, d'accord, c'est une carte graphique Intel de base, on peut négocier, mais pour du travail de bureautique et même du montage, si vous faites un peu de montage, bon, d'accord, là c'était un peu violent vu la quantité de vidéos qu'il fallait traiter, c'est faisable et c'est un très bon outil. Je vous conseille quand même l'Intel Core i7 parce que le i5 a un peu de mal avec le rendu After Effects. Enfin, c'est si vous faites du montage vidéo. Après, si vous faites de la programmation bureautique, euh, vous n'aurez pas de soucis. D'ailleurs, je me suis demandé, Microsoft dit sur son site que c'était pour les besoins professionnels, parce que Surface Pro quand même. Et je me suis demandé si c'était juste fait pour la bureautique ou pas. Et bah la réponse, je vous ai commencé à vous répondre, la réponse est oui et non. Bureautique, d'accord, mais avec Intel Core i5, si on peut pas pousser un petit peu, c'est vraiment dommage. Euh, mais c'est faisable. C'est faisable. Bon, enfin bon, vu le prix, autant s'acheter un vrai ordinateur si vous voulez faire du montage, ça vous coûtera quand même moins cher. Donc, on va passer à la conclusion. La conclusion. Donc, je vous l'ai dit, c'est un ordinateur hybride. Donc, on peut s'en servir comme tablette, comme d'un vrai ordinateur. Il est vraiment portatif et il est extrêmement mobile. Je l'ai emmené dans la voiture, je l'ai utilisé par la maison, je l'ai utilisé sur sa batterie. D'ailleurs, il faudrait que je vous parle de la batterie juste après. Il est vraiment mobile, qu'on l'utilise avec le clavier ou sans le clavier, avec le clavier virtuel. C'est faisable. Quoi d'autre? On va parler du prix. Le prix, je vous en avais parlé un petit peu tout à l'heure. C'est finalement, ça commence à 799 euros, mais avec un Intel Core i3, 4 Go de RAM et 64 Go je crois à l'intérieur. Donc, euh, à mon avis, c'est un mauvais modèle à acheter. Si vous voulez vraiment investir dans une surface, il faut payer au moins le modèle à 1300. 1300, c'est le prix de cette tablette, enfin de cette version que j'ai en test. C'est excessivement cher. D'autant plus, les accessoires qu'on a parlé tout à l'heure pour le HDMI, pour l'Ethernet, et je vous ai pas encore dit la meilleure, le prix de cette smart cover qui n'était pas inclus, 129 euros. 129 euros ce clavier, euh, voilà, tout est dit, autant acheter un PC portable. Ce qui est aussi très dommage, c'est l'USB, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment très désagréable d'avoir une seule prise USB, alors que c'est de l'USB 3. On pourrait s'attendre à mieux quand même de la part de Microsoft. D'accord, c'est pas fait pour, mais bon, ils en ont mis qu'un seul.
Peut-être que sur la Surface 4, s'ils en sortent une un jour, malgré les mauvais chiffres de la vente de la Surface 3, peut-être qu'ils en penseront en mettre une, je l'espère, mais bon, en tout cas, c'est pas le cas. Concernant la batterie de cet appareil, elle tient pas mal. Ils disent 9 heures en autonomie. J'ai travaillé 2 heures sur Adobe After Effects en faisant fonctionner le processeur 100%. Il me restait 70%. Bon, c'est pas mal pour une utilisation normale d'un ordinateur. Et même en utilisant un peu de la puissance, c'est suffisant. Bon, bah, je crois que je commence à avoir fait le tour. Euh, voilà. Donc on remercie, le Café du Geek remercie Microsoft de leur prêt de cette tablette pendant 2 semaines. Et c'était vraiment gentil de leur part. Voilà. Donc pour moi, si je devais donner une note à cette tablette, je mettrais, enfin ce PC hybride, je mettrais, allez, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un petit 6 pour tous les arguments que je vous ai donnés juste avant. Et au départ, pour vous l'avouer, sur cette tablette, sur cette PC hybride, je vais y arriver. C'est plus une tablette qu'un PC hybride, mais bon, on va dire PC hybride. Je voulais demander ça, je voulais me commander ça à Noël. Mais au final, je me suis dit que c'est une mauvaise idée. Et quand on regarde les prix de la concurrence sur un PC portable classique avec une carte graphique Nvidia, avec une Intel Core i7, avec 1 Tera de stockage, ça revient pour certains PC à 800 euros, alors que là, à 1300 euros, la carte graphique, c'est pas vraiment ça. La puissance, c'est ça. Mais le stockage, 256 Go, même si c'est du SSD, enfin voilà, c'est pas assez. Donc, si vous faites des travaux bureautiques, etc., du montage, et que vous avez des sous à dépenser chez Microsoft, allez-y, foncez, ce produit est pour vous. Mais si vous êtes un peu plus gamer, que vous utilisez un peu plus votre ordinateur, et que vous voulez économiser un peu vos sous, surtout que là, il n'y a pas assez de carte graphique pour faire du jeu, laissez de côté. C'est un très très beau produit, mais il n'est pas fait pour nous. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce test, c'était vraiment très intéressant comme produit. C'est mon premier vrai produit à tester sur le Café du Geek. C'était vraiment intéressant et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tests. Merci de votre visionnage et à bientôt.